chers amis de la presse, je vous salue. Mais avant toute chose, laissez-moi vous lire ce verset. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Je suis heureux de pouvoir animer ce point de presse ce jour, le 16 avril 2024, qui est en fait la journée qui est consacrée à la lutte qu'avait menée Simon Kimbangu, n'est-ce pas, pour libérer ce pays. Et comme je disais, pour Kiri, Natal, pour le Maïdo et pour le Congo, je ne me tairai point. L'objet qui nous réunit ce jour, comme vous l'avez dit, n'est-ce pas, au niveau de votre introduction, au niveau de l'entame, c'est donc l'arrêté pris par la gouverneure de province, deux arrêtés, je veux dire, le Maïdombe, attribuant, n'est-ce pas, les forêts aux communautés locales pour le territoire de Kivu, plus précisément en Pengolondo, chez moi, dans le secteur de Lutoy, ainsi que à Boké, dans le secteur de Pengwa. Mais il faudrait que nous puissions replacer les contextes, parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait de la confusion. Qu'une communauté, n'est-ce pas, puisse bénéficier, n'est-ce pas, à titre d'abord gratuit et à perpétuité, ce qui est une très bonne chose. Parce que c'est finalement, c'est déclaré qu'il y a une mesure d'application du code forestier. Le code forestier qui a été promulgué, bien entendu, pour pouvoir, n'est-ce pas, bien gérer nos forêts. Et ce décret 2014, excusez-moi, ce décret numéro 14/18 du 2 mai, du 2 août 2014, fixant les modalités d'attribution des concessions forestières aux communautés locales. Ce décret a été, au fait, mis en place pendant qu'on menait le processus, n'est-ce pas, de clauses sociales, de cahiers de charges, de contrats de concession forestière. C'est un processus que j'ai eu l'honneur et l'avantage de pouvoir mener, parce que j'en étais le superviseur à travers toutes les grandes provinces forestières, à savoir le Maïdombe, la Grande Orientale et l'Équateur. C'est un projet qui a été un projet PFCL, le ministère de l'Environnement et de la Conservation de la Nature à l'époque, financé par la Banque mondiale, qui est allé de 2012 à 2015. Ceci pour amener les communautés, n'est-ce pas, à bénéficier de la forêt qu'ils ont dû garder depuis, n'est-ce pas, les ancêtres. Et c'est donc dans cette foulée-là que ce décret a été mis en place. Alors, mais ici, quand on lit les décrets, il y a des conditions pour pouvoir octroyer à une communauté. C'est la communauté qui prend l'initiative, n'est-ce pas, de pouvoir écrire au gouverneur de province. Et il y a un processus. Je vais peut-être vous épargner du détail, mais il y a un détail important, ce qu'on appelle les CLI. Le consentement libre, informé ou éclairé, mais au préalable. Pour que finalement les communautés comprennent à quoi ils s'engagent. Et c'est vrai, il est clairement dit. La matière étant essentiellement technique, on peut se faire accompagner par une ONG, par une personne de ressources. Mais la situation que nous décrivons ici, ce n'est pas celle-là. Parce qu'en fait, à bien voir les choses, c'est cette dynamique des peuples autochtones qui a recruté quelques pygmées ici, qu'on appelle autochtones. Moi, je fais les lettres, je considère que je suis autochtone de mon village, c'est un peu du contraire. Mais bon, il y a certains concepts qu'on a consacrés par les bailleurs, ainsi de suite. Mais avant de cela, il faut savoir la sociologie de chaque communauté. Les Batois et les Baotés ont toujours vécu en symbiose. Et chaque grande famille chez nous a toujours avec lui des pygmées qui sont faites
Et moi, je me dis, comment vous trouvez des noms, Bola de ce côté, Bola de l'autre, Bola Mpimbe, Isale et consorts. Donc les patronymes est le même. Et pour être concret, je parle de Pembo Londo, c'est le village de ma grand-mère, les clans Bokonda. Pembo Londo a 3 clans. Il y a Bokonda, Isaake, Sotoke. Et parmi les pygmées, du côté de Longolongo, attachés à Bokonda. Et les pygmées de Liombe, attachés, n'est-ce pas, à Sotoke. C'est une situation réelle que je connais et que je maîtrise. Alors que je n'avais qu'une vingtaine d'années, je participais au premier recensement scientifique, l'unique d'ailleurs qui a été fait dans ce pays, dans cette zone-là et consort. Et donc, les relations séculaires sont là. La reine mère des Pygmées est décédée, parce qu'ils sont originaires de Kenya, de l'autre côté de Monkoto. Mais c'est mon oncle qui est allé payer la dot pour qu'ils reviennent. Et comme mon oncle meurt, lorsque c'était moi le liquidateur de ces biens, ces gens étaient bénéficiaires. Un de mes oncles perd son épouse pour pouvoir payer la dot dans sa belle famille. Je suis allé en personne aller chercher un bouc. C'est de la famille. Et quand les grands chefs des Pygmées de Bengo Londo Ilongolongo, qui répondaient au nom de Bobonda, quand il meurt, c'est moi qui l'ai enterré. Alors, comment on va disposer des forêts sans que nous soyons informés correctement? Et il y a des dangers. Si nous soulevons cette question-là, je vais peut-être développer, n'est-ce pas, dans la suite. Donc j'ai indiqué qu'il n'y avait pas un véritable clip. Et puis ensuite, il y a des raisons cachées et des risques potentiels si cet arrêté-là n'est pas attaqué. Les raisons cachées. Je me dis, cette ONG de dynamique des groupes de peuples autochtones voudrait accréditer la thèse selon laquelle les Pygmées ont été dépossédés des forêts. Ce qui est faux. Et j'ai parlé ici de la méconnaissance ou le refus de reconnaître des réalités sociologiques. Nous sommes dans les années 80. Je terminais les humanités. Docteur Ugéry s'installe à Penzoa. Il vient avec une philosophie où il apportait des biens et des présents auprès des Pygmées. Pièces de wax, des marchandises et consorts. Dès qu'il déposait ça, la nuit, ça traversait de l'autre côté. On ne venait pas leur ravir, mais c'est eux-mêmes qui apportaient ça. C'était une mentalité. C'est des us et coutumes qui ont évolué. On allait chaque fois à l'école avec ses amis Pygmées. Mais il y avait, bien entendu, à un certain moment, il fouillait l'école. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a des médecins, il y a des juristes. Nous venons d'avoir la chance, il y a quelques mois, on a ordonné un prêtre. Il distribue la communion à peine au village de partout. Et les gens veulent présenter les Pygmées, parce que désormais la question des Pygmées est devenue un fonds de commerce. Un fonds de commerce, on sait que les bailleurs apportent de l'argent sur cette question-là. Et il y a certains qui ne sont même pas Pygmées, je ne vais pas vous citer les noms, mais qui se font passer comme des Pygmées. Et comme c'est un fonds de commerce, on en fabrique, on fait tout ce qu'on peut faire. Mais le danger, c'est qu'il ne faut pas déséquilibrer, n'est-ce pas, les tissus sociologiques d'une communauté. Et ça, c'est très dangereux. Mais pour vous dire que les Pygmées ne sont pas ceux qu'on présente comme étant descendants des arbres, des consorts, tout ça. Et si j'attaque cette ONG, j'ai lu un ouvrage d'un professeur, mais c'est cette ONG qui avait endossé cela, prétendant qu'il y avait des problèmes à Inongo, où on avait dépossédé les Pygmées de Bobani. Non, je suis de qui? Moi j'ai grandi à Inongo. C'était faux. Et c'est de littérature comme ça.
les gens consomment, ils peuvent croire qu'il y a un problème. J'ai eu à passer moi-même un temps au niveau du gouvernement provincial de Maïndo. Mais il y a eu un des plusieurs conseillers du gouverneur parce qu'ils avaient étudié. Il y avait des licenciés en anglais et culture africaine. Il y avait des licenciés et des gradués en environnement. J'avais moi-même des conseillers qui mangeaient sur ma table et consommaient tout ça. Nous avons créé au niveau de la province une agence provinciale de la promotion des peuples autochtones. Bien entendu, ceux qui sont arrivés après, peut-être qu'ils n'ont pas tenu compte de ça. Donc, c'est vous dire qu'on veut forcer une porte ouverte entre pygmées et donc chez nous, dans les territoires de l'ensemble, nous vivons en symbiose. Alors, ce que nous craignons, c'est qu'on puisse, n'est-ce pas, instrumentaliser les pygmées pour arriver à ce que nous vivons à l'est du pays, notamment, j'ai fait tout le Congo, à Nyunzu et Kalemi, et vous êtes des journalistes, ensuite de temps en temps des informations où les pygmées tirent sur les bantous et consorts. Nous craignons cela parce que notre province est fragile, est devenue, je vais dire, on a connu Yumi, de tristes mémoires, on a connu le camé social à Inongo, il y a les phénomènes de Mobondo, mais qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on peut amorcer un développement s'il n'y a pas de paix sociale? Et si j'ai entamé ce que j'appelle risque potentiel, n'est-ce pas, qui peuvent apporter ces arrêtés-là. L'essence de conflit entre Batou et Baouto, ça va énerver les us et coutumes. Et puis en plus, ça s'est fait en une période qu'on peut dire in tempore suspecto. Le gouverneur de province a passé plus ou moins 3 années dans le Maïndombe. Aujourd'hui, il expédie des affaires courantes. Ici, je voudrais parler de la forme. Et je parlais d'abord du fond, que pour nous, pour moi, en tant que spécialiste des questions de gouvernance forestière, je note que toutes les étapes n'ont pas été accomplies pour qu'on puisse arriver, n'est-ce pas, à un clip et à une information de manière générale. Mon oncle propre, le petit frère de ma mère, jusqu'avant les élections, c'était le chef de secteur de Lutoy. Il voyait venir des motos, une dizaine de motos, il quitte Kiri, et puis après, ils sont en train de passer. Ils ne savaient pas concrètement ils allaient faire quoi. Alors que c'est au niveau du secteur, l'information est donnée, c'est public. Et on identifie les clans et les lignages et consorts. Il y a des gens qui peuvent être dans la diaspora, d'autres sont allés mariage ailleurs, mais l'information circule. Parce qu'au finish, il faudrait qu'on mette les textes prévoient des garde-fous qui spécifient dans le procès verbal que cette communauté et cette forêt reste pour la communauté. Et la communauté, est-ce que vous pensez que les communautés pour lesquelles les forêts ont été attribuées n'ont pas le droit à avoir ces forêts-là? Pas du tout. Ils ont le droit. Ce sont nos frères. Mais ils sont limités. Cette matière est hautement technique. Vous le savez. J'ai choisi de pouvoir répondre ici et ils sont passés par là. Parce que vous faites un journalisme thématique. Ça, c'est une thématique. Question des forêts et environnement, ça ne court pas les rues. Même les grands intellectuels ici ne maîtrisent pas la question. Aujourd'hui, on parle de finances climatiques. Combien de Congolais, combien d'intellectuels comprennent cela? Pour vous comprendre, parce que c'est une thématique que vous exploitez. Voilà les dangers. C'est-à-dire qu'ils ont le droit, mais ils ont recouru aux plus faibles, qui n'ont pas toute l'information, qui ne savent pas pourquoi ils doivent signer. C'est ce que nous dénonçons. Mais par contre, ce sont nos frères. Nous aurions, c'est eux qui sont restés. Et nous, là, on peut aller en retraite. C'est chez nous. On est à Kinshasa, d'accord? On n'a pas de banque, c'est la forêt, ce sont nos eaux et qu'on sort tout ça. Et donc,
On ne peut faire ça que ce que nous dénonçons, c'est la manière, n'est-ce pas, qui a été faite. Le projet d'arrêté a été affiché au gouvernement pendant toujours, comme le prévoit sûrement les textes de loi. Vous, en tant qu'intellectuel, vous n'avez pas eu le temps de lire ces projets parce que lorsqu'on l'affiche comme ça, c'est pour permettre à ce que s'il y a des gens qui ont des points de vue différents de ce qui a été déclaré, puissent se manifester, mais vous n'êtes pas manifesté. Vous avez attendu que l'arrêté soit signé ou les arrêtés soient signés pour les dénoncer aujourd'hui. Bon, vous affirmez que ça a été affiché, c'est à Inongo, je suis à Kinshasa. Je doute déjà de cette publicité, parce que si ça a été le cas, on serait informé.